Yeah! L'épisode 1 est enfin disponible. Vous l'aviez demandé, nous l'avons fait. Comment vas-tu, mon Greg? Ça va super bien, Adrien. J'espère que t'es chaud pour ce premier épisode. Et comment vas-tu surtout? Bah moi, je suis toujours chaud, tu le sais. Et ça y est, hein, on a ouvert la boîte de Pandore, c'est le début des emmerdes. On peut plus faire machine arrière, mais ça va être une belle partie de plaisir. Ouais. Et du coup, on va lancer le sommaire. Bah lance-le, mais pas trop fort. Vas-y. Voilà. Et ben Je du coup, t'écoute. dans ce premier épisode, vous retrouverez la rubrique news, comme on vous parlait dans le teaser, avec les différentes sorties et les infos des trading cards. Et enfin, deux rubriques avec en première partie les magasins de cartes dans lesquels vous pouvez vous fournir. Et enfin, un focus sur les plateformes de gestion de collection avec des invités et des interviews. Super. Et on finira bien Le jeu évidemment concours. par notre ami Jeu Concours, mais surtout Maître Magouille. Ouais, je l'ai oublié. Ne Il l'oublions se fait pas. discret. Est-ce que t'es prêt, Adrien? Bien sûr, moi je suis toujours prêt pour toi, mon Greg. J'irai jusqu'au bout du monde. Eh ben écoute, c'est parti, let's go! Allez, let's go! Bienvenue dans la rubrique des news, où je vais essayer de vous parler des 4 sports avec une actualité assez riche. En ce mois de mars, en hockey, il y a une fameuse boîte qui va sortir, c'est les Black Diamond. Adrien, je pense que ça te parle. Ouais, très Une très boîte beau qui produit. est... Yes, $349 de moyenne la box, donc on est sur quand même du très beau produit, pardon. Mais on est loin quand même des prix pratiqués en NBA. On y reviendra un petit peu plus tard. Exactement. Alors, Black Diamond, pour l'anecdote, c'est dans cette boîte-là haut de gamme que j'ai ouverte ma première Redemption d'Ovechkin. Ah, qui a lancé donc C'est un une souvenir, belle collection. mémorable. Donc voilà, déjà Exactement. une très belle boîte. Et en hockey, il y a aussi Clear Cut qui vient de sortir tout récemment. Donc Clear Cut, c'est une super collection aussi. C'est autour des 120-130 € la boîte. Et il y a une seule carte dedans dans un magnetic holder. Et c'est une carte autographiée. D'accord. Donc le produit est très très beau. Bon, après, voilà quoi. Si vous tombez sur un joueur d'Ottawa, c'est pas de chance. Mais c'est quand même un très beau À part produit. si vous êtes fan d'Ottawa. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, beau produit, mais comme on disait, bon, alors c'est je sais pas combien la boîte, la Clear Cut, à peu près. Une 130, 150. Bon, ça reste, bon, c'est qu'une seule carte, donc j'allais dire c'est accessible, non, parce qu'à $130 la carte, ça fait un. Ouais, mais t'es sûr d'avoir un oui, autographe. après, Ouais, faut c'est- aimer ce genre c'est- de produit. C'est le genre de produit que Voilà, j'aime bien. contrairement à moi. C'est Mais ma chacun cam. son truc, mais ça reste quand même Ouais, accessible. toi, tu préfères ouvrir des tops Derek Jeters pour avoir des Sissi Sabathia. Exactement. Non, mais après, je trouve que ça reste quand même raisonnable quand on voit la folie des prix NBA sur lesquels on va revenir après. Et j'aime bien, c'est n'importe quoi. Et en Black Diamond, il y a donc deux particularités. Enfin, pour moi, il y a ce fameux. J'ai appris ça là sur un autre podcast, pour pas les citer. Avec Georges Larac là, sur une radio canadienne, il y a un morceau de diamant qui sera inclus. Ouais, les diamants, et tu peux en avoir jusqu'à 4. Et celle qui en a 4, ça vaut des fortunes. Voilà. Alors que c'est des diamants synthétiques, mais qui sont des vrais diamants. Des vrais diamants donc il n'y a pas synthétiques. d'exploitation. Vous avez vu, des vrais diamants synthétiques. Alors, C'est un concept, mais si, c'est beau. c'est vrai. En fait, ils sont fabriqués, mais. Non, mais je sais. bon. Enfin, C'est pas grave, vas-y, continue, Greg. et Excuse-moi. j'avais remarqué un modèle qui me plaît particulièrement en design, c'est les. Alors, je sais pas comment tu prononces, mais Gamographie, je sais pas. Ah ouais, Exquisite Gémographie. Rookie Jumbo. Gémographie. Ouais. Exquisite Rookie Jumbo, ça m'a l'air vraiment sympa. Ouais, bah, c'est très sympa, surtout que ma femme a une petite Carry Price auto, Oh. Gémographie, Ah bah voilà. Tu dans vois. sa PC, Et que tu j'ai vois, gagné lors d'un break. touché en plein cœur. Et pas que. Et pas que. Vas-y, continue, voilà. Greg, Et du continue, coup, continue. N'aie pas Non, peur. non, on continue. Et je voulais rebondir sur ça. C'est que on va parler des cartes de basket, mais Hyperdeck, on peut dire ce qu'on veut sur leurs produits. Il y a beaucoup de critiques à apporter, mais il reste quand même dans les 4 sports l'une des marques les plus bon marché, je trouve. Ouais. J'ai regardé Et la une boîte de la qualité MVP. est bonne aussi. Bon, là-dessus, il y a débat, genre sur les séries One cette année où il y a eu quand même pas mal de défauts, mais on est quand même sur des produits. Je vois MVP, $64 la boîte, Opichi, $69, Artifact, $149. Enfin, on est quand même sur des produits encore accessibles. Contrairement, donc pour revenir à la NBA qui est là, mais explose les compteurs. Une boîte de hoops, là, je vois sortie en février, $400. Des hoops.
J'ai regardé, là j'en ai discuté avec des anciens collectionneurs, dans les années début 90, donc quand ça sort, c'était 120 francs. 120 francs. Ouais, et puis la qualité des hoops, moi ça me fait pas rêver, hein. Je suis désolé, mais... Bah non, mais c'est pour ça, 400$. On est sur une boîte qui va sortir, enfin qui est sortie en début mars, là, chez eux en basket. Donruss, 1000$ la boîte. Ouais, et alors qu'en plus, c'est des cartes, ça vaut des séries 1, quoi, à peu près en termes de qualité. Moi c'est ce que je trouve. Voilà, alors oui, il y a toujours ce côté spéculatif de pouvoir choper une rookie ou une Doncic ou je ne sais. Mais quand même, c'est fou, c'est fou. Et à côté de ça, c'est la fin de saison NFL, mais il y a quelques sorties quand même. Il y a en mars les Leafs, alors c'est sans licence. Bon, après, chacun est libre d'aimer ou pas, mais il y a cette sortie, il y a les 7 Jits aussi, et en avril, les Panini Révolution qui sortiront en football US, donc à surveiller. Et enfin, en Major League, donc la saison, le spring training bat son plein, et les collections vont affluer, mais en ce moment, on est quand même sur une dynamique, c'est Topps, qui est sous licence, et une dynamique beaucoup sur la vente en ligne et sur le produit unique, c'est-à-dire qu'on vous sort... une carte sur un joueur, vous l'achetez en ligne, elle sort à tant d'exemplaires selon les commandes, et aussi beaucoup de travail avec des artistes indépendants. Donc ils sont vraiment sur une dynamique là-dessus. Ils vont peut-être nous contacter. Ben c'est sûr même. Pour faire des cartes audio. Ah ouais, tiens, oui, parce qu'après les digitales, pourquoi pas l'audio ? Moi je veux absolument faire la carte de Coco Crips. Ah, Coco, t'as le look Coco. Et du coup, en parlant de Coco Crips, il sera, en tout cas en mai, il y a les Topps Big League qui sortent. Et en rapport qualité-prix, cette année, les Topps Big League, c'est la boîte à avoir. Moi, alors d'habitude, ce genre de collection, ça fait pas fureur. Et vous allez voir, ils ont fait une bonne recherche dans le design. Et en plus, ils fournissent aussi la boîte avec une figurine. Rapport qualité-prix, que ce soit les inserts, la possibilité d'avoir des belles cartes et des cartes régulières tout à fait sympas. C'est vraiment le top chez Topps. Quel jeu de mots. Oh là là, roi de la galéjade. Et pour terminer, Adrien, je t'en parlais en off, Topps va aussi sortir donc son album stickers annuel avec la possibilité, comme en basket, d'avoir une trading card en plus dedans. Ah, c'est cool ça. Il y a des beaux produits, donc on voit qu'ils essayent d'hameçonner les petits gamins ou le collectionneur qui a déjà assez dépensé dans des boîtes très chères pour avoir ces cartes uniques. Donc une actualité qui est pas exceptionnel mais assez riche. Ouais, mais c'est toujours sympa. Bon, moi je vais faire un petit détour parce que voilà, les aléas de la vie, de mon surfing sur internet et sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un produit vraiment particulier qui m'a tout de suite fait pleurer. Je crois que tu étais la cible. Hein. Ouais, je crois que j'étais ciblé par les pubs de Google. Alors bon, vous savez, je joue beaucoup aux jeux vidéo, je suis un peu un toxico des jeux vidéo, et notamment à Counter-Strike. Et il y a l'ESL, donc la ligue professionnelle de sport électronique, qui a sorti les cartes officielles des joueurs de Counter-Strike, avec des autographes, tout comme les Topps et les Upper Deck. Alors je sais pas quel est l'éditeur qui fabrique ça, mais voilà, donc vous pouvez acheter des boîtes sur le site de l'ESL, et ça m'a grave saucé. Et t'as pas été contacté pour signer une carte ? C'est fort. Ouais, c'est le problème, hein, j'ai pas de talent. Tu dois pas être loin quand même. Il y a du boulot. Si, t'as des talents. Ouais. Ah bon, voilà, donc c'est un produit voilà, c'est un produit un peu original. J'ai dit tiens, on fait un podcast, je vais en glisser une petite, comme on dit. Voilà, une belle petite. Et en petite news en supplément, toujours l'actualité du grading. Moi, le grading, vous apprendrez à me connaître, mais c'est vraiment pas ce qui m'enchante. Mais il faut souligner quand même l'arrivée de HGA, donc, qui est un nouveau gradeur, et qui a décidé de limiter le nombre de cartes à grader, donc déjà qui va pas faire dans un volume extraordinaire, même si déjà ils ont des demandes extraordinaires, donc forcément ils vont augmenter leur capacité, et les tarifs qui quand même restent abordables, donc c'était à souligner dans l'actualité des trading cards. Ouais, et pour le grading aussi, j'ai vu que PSA, donc la deuxième grande firme après Beckett, proposait le grading des figurines Pops. Oui. Et même de certifier, si ces dernières sont autographiées, de certifier l'autographe dessus. Voilà, et ils te le mettent dans une belle boîte, comme pour les cartes. Je pense que PSA, pour le coup, il graderait n'importe quoi. Je me garderais de ce qu'il pourrait grader, mais par contre... On me souffle dans l'oreillette qu'ils font aussi des voitures, PSA.
très très bon. Bon, on voit Voilà. qu'elle est spécialiste de l'humour, hein, puisque moi, ma blague tout à l'heure était nulle et celle-là, elle est extraordinaire. Eh bien, écoute, belle transition, je pense qu'il Extraordinaire, est... le mot est bien gros, mais bon. Oui. Enfin bon, c'est le temps de passer à la deuxième rubrique. Eh bien, il est temps de retrouver la rubrique de Adrien sur les magasins de cartes. À toi. Salut les toxicos, vous êtes en manque de votre fixe? Eh ben, vous êtes au bon endroit car nous allons vous donner les bonnes adresses, les bons dealers pour assouvir votre addiction. Alors vous le savez, les collections de cartes de sport en France sont pas très répandues, mais je vais tout vous dire comment vous procurer votre cam préféré. Plus besoin d'aller en scred dans la street pour vous déglinguer le caisson. Alors bien sûr, je vous encourage un maximum à passer par les revendeurs français ou européens afin de populariser les collections en France et en Europe, car les fabricants sont un peu frileux à distribuer dans nos contrées. Alors en France, les magasins et les boutiques sont tenus par des passionnés. Donc nous avons USC Shop à Cannes qui est tenu par Alan. Donc il a un site qui s'occupe essentiellement des cartes de sport, plus des supplies. Et il fait aussi de la carte à l'unité. Et physiquement à Cannes, il a une boutique qui s'occupe de tout ce qui est merchandising, donc les maillots, les tenues de sport, tout ça sous licence des 4 sports majeurs. On a également Owen de la Geek Factory qui fait quelques cartes de sport et des boîtes complètes dans ses boutiques, donc notamment la boutique de Nogent-sur-Marne, mais il y a des Geek Factory un peu partout en France. Nous avons l'ami Thierry de Copcart qui fait de la vente en ligne, donc de cartes de sport, des boîtes entières. Je crois aussi qu'il fait des petits packs custom avec des joueurs de NBA et il fait des cartes Pokémon et des supplies, donc pour protéger vos cartes. Les supplies, c'est important. N'oubliez pas vos supplies. Nous avons l'ami Seb Sori avec TW Europe qui fait des breaks de temps en temps et qui vend des boîtounettes, les petites box. On a Alex Card qui nous fait des breaks NBA régulièrement sur Facebook. On a Maxco qui vend pas mal de produits multisports, il fait tous les sports. Et on a les amis de chez Brooklyn Fizz qui eux font plus de l'habillement, donc des vêtements, de l'alimentation, et ils ont quelques produits sur les joueurs de sport US, des figurines. Ils ont pas beaucoup de cartes, mais la boutique est très sympa. Oui mon Greg, je vois que tu lèves le doigt. Oui, alors oui, je lève le doigt parce que bon, quand je vois Brooklyn Fizz, ça s'allume en grand. Est-ce que Adrien, toi qui avais gagné au Dugout le fameux quiz, au Dugout Day, t'avais gagné un concours, un quiz, et est-ce que t'as commandé avec ton code promo? Pas parce qu'il y a eu le C'était en 2019. Il y a eu le Covid entre temps. Et j'ai peur que le code soit plus valable et puis j'ai eu peur bon, j'ai je peur pense de que demander au monsieur de Brooklyn Fizz si je pouvais toujours l'utiliser. Et ben, bref, le monsieur, je pense que je suis en lien avec lui et on lui demandera s'il peut te repousser le code de 10 ans environ. Vu que dans 10 ans tu commanderas une barre chocolatée. Promis, je vais commander avec ce bon d'achat, je vais même commander. Bon, et ben on lui fait un petit appel du pied pour qu'il fasse un peu de chiffre d'affaires. Je vais pas le laisser sur la paille. Exactement. Mais il fait pas peur, il est très gentil. J'ai vu les vidéos sur le net, ils ont l'air super cool. En Europe, on va passer sur les boutiques européennes. Donc j'en connais pas beaucoup, c'est souvent des revendeurs allemands. Donc il y a TAS qui font beaucoup de vêtements, de maillots et aussi des trading cards plus des supplies. Alors ils ont un assez large choix quand même en trading card. En supply c'est un peu plus réduit. Il y a DocMagic.de, alors eux ils font que des supplies. Par contre le choix est énorme, vous avez toutes les tailles, toutes les gammes, c'est plutôt cool. Par contre les prix ont vachement monté ces derniers temps. Et en Angleterre vous avez Sport Trading Card UK. Alors là moi je connais pas trop cette boutique, mais apparemment elle est quand même très réputée dans le milieu. Voilà. Alors, comme je vous disais, l'avantage de commander en Europe, c'est souvent de s'éviter les soucis de douane et des frais de port importants. En revanche, bon, ça comporte quelques petits soucis, notamment sur la disponibilité des produits. Vous ne pouvez pas forcément trouver exactement ce que vous recherchez, parce qu'ils importent ce qu'ils peuvent, en fait, les fournisseurs européens.
Et les prix unitaires des boîtes ou des cartes peuvent être légèrement plus chers. Merci la TVA. Et merci Maître Magouille qui est derrière tout ça. Mais en gros, ça reste raisonnable parce que les boutiques ne marchent pas énormément sur chaque boîte. Donc, faut pas hésiter. Et puis, on s'évite les angoisses des frais de douane, etc. etc. Oui, et surtout qu'en ce moment, les douanes sont quand même font attention et c'est même régulier hein, que le colis arrive avec et le surplus. Une fois que la douane est passée, ça fait mal. Ouais. Il n'y a pas que le petit watt qui fait mal, il y a aussi la douane tout court. Et il y a plein de gars qui se sont fait toper avec des produits importés. Je peux te dire qu'ils regrettent, ça fait quand même un sacré plus sur la facture. Ouais, non, et puis bon, c'est quand même bien en ce moment de soutenir ces belles initiatives, parce que tous les magasins que tu as cités là pour le côté français, c'est très récent tout ça. Bon, Alan, c'est un peu plus ancien, mais il est revenu parce qu'il y a eu une petite pause. Il y a une belle dynamique malgré les prix, donc je pense qu'il faut les soutenir, hein, chacun avec ses moyens, et c'est pas évident, mais de temps en temps, mettre une petite boîte chez eux, ça fait du bien. C'est parfait, ouais, exactement. Bon, alors on va quand même vous parler des 2-3 shops qu'il y a aux États-Unis et au Canada. Donc au Canada, vous avez TW qui font des breaks, des cartes à l'unité, du Memorabilia. Vous avez la Geek Factory qui a une enceinte, une division à Montréal. Donc eux, ils font essentiellement de la carte de sport et de la carte à l'unité, et ils font également des breaks. Aux US, alors j'ai testé les deux là au Canada, ça fonctionne très très bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Yes, il y a le magasin aussi de Yohan Benarok, là, la rubrique dont je te parlais un petit peu plus haut, oui. À Laval. Je l'ai pas testé. J'ai pas testé, mais bon, pareil, un gros shop eBay et puis un magasin fixe, donc sympathique aussi. Voilà. Alors aussi, vous avez donc Dakar Sport, donc eux, c'est vraiment le leader aux États-Unis. Vous avez Blowout Card. Et après, vous avez tout le marché de l'occasion. Donc, vous avez les eBay, les Vinted, le Bon Coin. Vous pouvez trouver des fois des trucs intéressants. Et vous avez Comc, qui est le eBay spécialisé dans les trading cards. Mais alors, pour toutes ces choses-là, faites attention aux frais de port qui peuvent être très très élevés. Et vous pouvez également vous renseigner sur les systèmes de boîte aux lettres pour regrouper tous vos achats à un seul endroit aux États-Unis. Ça vous reviendra moins cher en frais de port et en frais d'expédition. Et comme d'hab, hein, si vous achetez à l'étranger, toujours la douane qui peut vous attendre au passage. Donc voilà, faut faire très attention. Également, quand vous faites des achats sur le marché de l'occasion, bien vous renseigner sur le vendeur, bien demander des photos pour voir la qualité de la carte, demander une bonne protection et demander un suivi pour l'envoi de vos cartes. Et privilégier aussi des paiements sécurisés. Voilà, c'est très, très important. Et vous pouvez aussi, dans le marché de l'occasion, vous avez aussi tous les réseaux sociaux, hein, avec les groupes de collectionneurs, il y a les systèmes d'échange, mais il y a aussi pas mal de ventes. Donc vous pouvez trouver votre bonheur assez facilement, faut pas hésiter. Voilà les amis, vous allez pouvoir vous faire des petits shoots d'adrénaline en ouvrant vos produits préférés et assouvir votre terrible addiction, bande de drogués. Exactement, et tu nous as parlé des boîtes mail aux US, hein, donc pour en posséder une. Il y en a plusieurs connus, et Ship My Card, pour pas les citer, je pense que nous aurons une petite surprise dans les prochains épisodes. Yes. Alors moi j'ai pas trop utilisé ça parce que je me fournis qu'en Europe, mais apparemment le système fonctionne bien des commentaires que j'ai vus sur internet. Oui. Et du coup, c'est devenu une grosse entreprise, hein, alors qu'au départ c'était un peu plus local. On aura une interview de Brian et Exoshield, les fondateurs de Ship My Card. Voilà. Super. On a du beau people. Voilà les amis pour ma première chronique. Alors nous sommes avec Alex Card qui réalise beaucoup de breaks et qui vend des cartes. Raconte-nous un peu comment se passe cette aventure, Alex. Salut, écoute, ça se passe bien. J'ai commencé les breaks il y a à peu près 1 an maintenant. Et voilà, il y a pas mal de monde qui suit, donc c'est cool. J'en suis actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, au 82e. Ah oui. D'accord, et tu fais que des breaks ou tu fais aussi des boîtes complètes Je propose aussi des boîtes depuis peu avec un shop sur internet, mais c'est principalement sur les breaks. D'accord. Parce
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Alex, il fait aussi tout ça en vidéo. Donc, vous pouvez suivre ses breaks sur Internet. C'est super bien fait. Ouais, il y a un petit montage, il y a un générique, la grande classe. Ah bah oui. Ouais, c'est super interactif. T'étais collectionneur depuis longtemps ou ça a été assez rapide? Ben, pas tant que ça par rapport à certains des groupes. J'ai commencé en décembre 2017. D'accord. Donc c'est pas vieux. Je me suis intéressé au basket à cette période-là aussi suite à un voyage à New York. Où j'étais allé voir un match des Nets où il y avait D'Angelo Russell, donc, qui est un joueur que je collectionne particulièrement. Ok. Et voilà, et je m'intéresse au basket depuis cette période-là, surtout depuis cette période, quoi. Ok. Tu t'es lancé un petit peu dans le break entre guillemets par hasard, et puis c'est de fil en aiguille que tu as vu que ça fonctionnait et que tu as décidé de monter ton shop, ou tu avais déjà ça en tête et puis ton projet s'est construit? Non, au début, je faisais que des breaks. C'est parce qu'il y en avait pas en France. D'accord. Il y avait Doc Steph qui en faisait à un moment qu'il avait son shop, puis il a arrêté. Et puis pendant quelques mois, il n'y avait rien du tout. Et je me suis dit pourquoi pas essayer et de développer un peu ça. Donc voilà, après ça a bien suivi. Donc j'avais un peu peur au début, mais ça a bien marché. Ouais, ça fonctionne bien. Moi, j'ai testé, j'ai dû faire 1 ou 2 breaks avec toi. Ouais. En plus, j'ai eu à chaque fois de la chance, j'ai eu des autos. Ah ouais. Un auto des Lakers à l'époque. Et je confirme, faut pas hésiter, ça marche très bien. Les envois en plus sont rapides. Il y a pas de souci à se faire de ce point de vue-là. J'avais une question un peu. Comment tu arrives à te fournir en produits en ce moment? Parce qu'avec le Covid et tout, ça doit être bien compliqué. Surtout que j'ai vu que les prix des box en NBA, ça devenait vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est surtout ça le problème au niveau des prix, parce que au niveau du Covid, il n'y a pas trop de soucis. À part là, au premier confinement où là, j'avais un colis qui restait tout le confinement pendant 3 mois, il est resté bloqué. Mais là, en ce moment, donc non, c'est au niveau des envois, tout ça, ça se passe bien. Mais c'est surtout les prix qui sont compliqués à avoir. Donc ça a bien grimpé cette année et l'année dernière. D'accord. J'ai une autre question, mais alors c'est peut-être un secret de fabrication, je sais pas. Tu commandes à l'étranger les boîtes ou tu... Oui, c'est aux États-Unis. D'accord, ok. Et pour tout ce qui est douane, tout ça, c'est comme c'est une entreprise, ça pose moins de problèmes ou... Il faut la payer simplement et, et sinon il n'y a pas de problème. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Bon, après, c'est vrai que là, au moins ton projet de break, il prend tout son sens en ce moment, parce que vu le prix des boîtes, au final, ça fait que confirmer le doublon, entre guillemets. Parce que bon, je pense que tu as peut-être des commandes de gens qui veulent ouvrir des boîtes, mais ça va être de plus en plus compliqué, je pense, en termes de budget. Ouais, j'ai surtout un petit peu de commandes de Blaster, tout ça, mais voilà. Après, les hobby box, comme par exemple là, cette année, il y a les Oops qui sont sortis et qui valent 400 €. C'est ça. C'est assez difficile. On est d'accord que le prix est délirant. Moi, je suis pas expert NBA, mais je trouve que la qualité des hoops c'est pas folle. C'est ça. Et le prix, c'est 400 balles. C'est presque le prix d'une The Cup en hockey. Et The Cup en hockey, c'est le haut de gamme. Mais moi, la première box que j'ai ouverte, c'était une Oops 2017-2018, donc que j'avais acheté à Paris dans un shop. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et j'avais payé 120 €, je crois. Je me suis dit déjà, ça faisait... Ouais, voilà. déjà 120 € quand on les payait. Ouais, voilà. À l'époque, on disait, oh, c'est cher, 120 balles. Et là, maintenant, elles sont montées à 400, donc c'est vrai que c'était... Ah ouais, ça a grimpé rapidement. Ouais. C'est ce que je disais à Adrien, là, quand on a fait le petit reportage avant avec lui. Dans les années 90, les Oops, c'était 120 francs la boîte. Et là, c'était 120 €. Et maintenant, c'est 400. Ouais, ça grimpe. Mais après, c'est les prix que propose Panini direct, donc c'est même pas à cause des joueurs qu'il peut y avoir à l'intérieur, ou comme on a vu avec Doncic, où les boîtes ils ont grimpé un peu à cause de lui et son année rookie. Mais là, non, même pas. Donc c'est juste Panini qui. Puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les vendeurs de boîtes ne margent presque pas sur les produits, quoi. Ils font 2% de marge et encore 3% s'ils veulent gratter, quoi. Mais c'est pas là-dessus qu'ils font des marges, ils font des marges plutôt sur les supplies ou ce genre de choses. Mais pour être compétitifs, ils peuvent pas marger vraiment sur les boîtes. Ouais, non, c'est sûr que déjà à ce prix-là, c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est ça, mais à côté de ça, on voit là, il y a une belle dynamique dans le création de magasins récemment. Donc c'est quand même aussi encourageant de ce côté-là. C'est un peu coupé, Greg, mais je crois que j'avais compris. Oui, il y a pas mal de shops qui sont ouverts dernièrement, donc c'est bien, ça fait évoluer un peu en France, quoi.
D'accord. Tu as un site internet alors, parce que comme tu fais des ventes, ou t'as que les pages Facebook? Non, j'ai fait un site internet il y a un mois à peu près. D'accord. C'est alexcard.fr. Bien. Voilà, j'ai juste ça. Il y a quelques articles pour le moment. J'attends de recevoir encore. Et après, c'est surtout sur Facebook où je fais les breaks sur les groupes. Et j'ai un groupe de breaks. D'accord. Pour la logistique, tu te débrouilles tout seul? Ah oui, je suis tout seul. T'es en solo, d'accord. Donc tu vas toi-même à la poste avec tes petits colis. C'est ça. Ça marche. Ouais, c'est un sacré taf. Là, j'ai d'ailleurs une quinzaine de colis à faire qui sont devant moi, là, qui attendent. J'ai préparé tous les paquets, il faut que je les mette dans les enveloppes et que je mette les adresses. Hein. D'accord. Sympa. T'arrives à avoir un petit peu de clientèle des autres sports US ou c'est majoritairement du basket, j'imagine? C'est majoritairement du basket. J'ai D'accord. essayé un peu de NFL, ça marche un peu. Oui. Et plus difficile avec le hockey. Et le baseball, le néant. J'ai jamais testé le baseball. Voilà, j'ai jamais testé, mais je crois que je vais pas trop me lancer là-dedans. C'est un peu compliqué aussi. À mon avis, c'est le mauvais plan, le baseball. Je veux pas te faire peur. Déjà, le hockey, c'est chaud. J'ai fait une fois un break gratuit baseball. Ah oui. C'était une donne russe. Ah oui. Je sais plus exactement quelle année. Gratuit, ça avait marché. C'était gratuit. Quand c'est gratuit, ça marche toujours. Ah ouais. Non mais alors Donruss pour cette année là ils ont alors moi c'est pas sous mais faut reconnaître par exemple ce qui est marrant c'est que Panini des fois décrié en basket parce qu'ils font pas forcément d'efforts même s'il y a des belles collections. Par contre en baseball Donruss comme ils ont pas la licence et ben ils ont fait les efforts sur le graphisme et sur la qualité des cartes. Donc il y a pas la licence donc c'est gênant et par exemple moi je fais pas sans la licence mais au final ils ont fait comme un beau produit. On est d'accord que Panini font pas vraiment d'efforts hein, une fois qu'ils ont les licences. T'as ce même ressenti, Alex, ou c'est nous qui sommes mauvaise langue? Bah alors moi je connais un peu le monde des cartes que depuis qu'ils ont la licence, donc par rapport à avant je peux pas trop comparer, même si j'ai déjà vu je vois des anciennes cartes old school, mais c'est vrai que les visuels se ressemblent d'année en année très souvent, donc. Ouais, et puis moi j'ai l'impression, alors après. J'ouvre pas tant que ça de basket, mais j'ai l'impression que quand ils ont une photo d'un joueur, ils font du copier-coller sur les autres éditions de cartes. Et que c'est toujours la même photo du début de la saison à la fin de la saison. Vrai. C'est vrai que c'est régulièrement la même photo qu'ils prennent sur différentes collections. Et, c'est un peu embêtant. Hein. Ouais, c'est dommage, moi je trouve, mais bon. Dans la nouvelle génération de collectionneurs, même Alex 2017, de Panini, il y en a pour qui c'est pas gênant. Ils aiment ces produits-là. Il y a une nouvelle dynamique aussi. Nous, on compare un peu aux années précédentes. Il y en a, ils vont comparer aux années 90, mais je pense qu'il y a aussi une nouvelle vague, donc faut s'adapter à ça. C'est le seul souci, c'est les prix. C'est ça, ouais, moi j'aime bien cette année, les cartes récentes, moi j'aime beaucoup. Voilà. Je peux un peu mettre du monde ado, mais je préfère peut-être même au old school, donc. Oui, voilà. Non, donc, je pense que. Après, c'est chacun, c'est chacun. Exactement. C'est ça. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Une question de goût. Mais moi, en fait, moi, je compare avec ce qu'il y a dans le hockey. Quoi. Dans le hockey, les cartes sont vraiment très très bien. Quoi. Upper Deck, on est rarement déçus. D'accord. Ouais. C'est pour ça, je trouve que la comparaison Panini-Upper Deck, elle fait mal pour Panini. C'est juste mais ça ne fera pas flancher, je pense, Panini. C'est ça. Non, Panini, ils s'en foutent, ils ont le pognon, ils ont l'exclusivité NBA et ils en vendent par camion entier, quoi. D'ailleurs, vous savez jusqu'à quand ils ont l'exclusivité ou... Aucune idée. C'est pas dit, ok. Et par contre, ils ont racheté l'exclusivité UFC. D'accord. Oui, j'ai des tops en 2020, c'est jusqu'en 2024 par exemple en baseball. Donc c'est quand même des gros contrats, mais bon, ça va être la guerre, hein, parce que je pense que si derrière Panini met les moyens, ça peut faire mal. Hein. En basket, je sais plus. Je crois que ça avait été re-signé récemment, mais j'ai un doute. Ouais, c'est assez long. Puis moi, je préfère quand il y a de la concurrence parce que ça force les éditeurs à faire des efforts. Et je pense qu'à l'époque où la NBA était chez plusieurs éditeurs, devait y avoir vraiment une sorte de bataille à l'inventivité ou au nouveau graphisme que maintenant, il n'y a plus vraiment. C'est mon opinion, hein, mais... Ouais. Je suis entièrement d'accord. En baseball, par exemple, on avait des super belles collections quand les marques se bataillaient, mais au final, ça fait aussi couler certaines marques. Il y avait donc il y a des avantages et des inconvénients. C'est le gros souci de ce genre de choses. Mais un petit peu de concurrence ne ferait pas de mal quand même.
C'est vrai. Bah, surtout pour les prix, je pense. Aussi. Si ça arrive. Après, il y a les blasters qui sont assez accessibles en ce moment, mais bon, ça reste que des blasters. C'est ça. Quoi. Ouais, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas forcément intéressant, quoi. Ouais. Exactement. Ok, bon, bah c'est Super. c'est une belle aventure en tout cas. En un an, tu t'es bien développé. Bah ouais. C'est bien. Là, il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur le marché. Je pense que c'est une bonne chose parce que chacun a sa particularité aussi. Donc, vous vous complétez. Bah, d'ailleurs, c'était un peu l'idée de mon article, c'était de mettre l'accent plutôt sur les shops français et européens plutôt que les shops américains. Parce que moi, j'ai toujours comme vieille utopie que plus on achète en Europe, plus les éditeurs vont s'intéresser à ce marché-là. Même si pour l'instant, c'est pas le cas. Bah, ça, c'est sûr. Voilà. J'y crois pas trop hein, qu'ils vont s'y intéresser, mais voilà. Plus on va être acheteur de ces produits-là, peut-être qu'ils vont finir par ouvrir les yeux et rendre les produits plus accessibles ici. Bah, ça serait bien. Il y a Xavier qui a créé un shop aussi en Grèce. Ah oui, j'ai vu, oui. Je pense que vous avez entendu parler. Trace and Chase. Oui. Donc ça, ils ont fait un sacré truc. Là, on est dans sacré truc là-bas, quoi. Ouais, puis il y en a un qui est français dans l'équipe, non? Bah, c'est Xavier, il est belge, je crois, mais. Il est belge. Ouais. D'accord. Oui. Et ben d'ailleurs, en plus, Adrien, je voulais t'en parler parce qu'hier, on a fait une petite rubrique avec les 2-3 shops européens. On les a oubliés. Ouais, on l'a pas mis dans la rubrique, mais on va. Non, mais au final, on le fait en live, donc c'est bien. On en parle aussi. Il y a de quoi dire sur ce qu'ils ont fait, donc peut-être en faire une émission carrément spéciale avec lui. Exactement. Ouais, non, c'est assez magnifique ce qu'ils ont réalisé. C'est top. Non, il y a une belle dynamique et malgré les prix, on se rend compte que en ce moment, il faut cultiver ça parce que ça a été rare dans le hobby, autant de personnes, les gens qui s'intéressent, les nouvelles personnes. Même s'il y a des choses qui sont pas plaisantes comme les prix, on en parle. Et au final, il y a quand même des gens qui s'y intéressent et on arrive à trouver des cartes selon les budgets. Chacun trouvera midi à sa porte. Il y a quand même. Non, mais moi, j'ai toujours de l'espoir qu'après le Covid, ça va revenir à des prix un peu plus normaux, quoi. Le Covid. Je pense qu'ils se font cette petite excuse-là de faire grimper les prix en période de crise. Alors, parce que je vois pas le prix du papier, il n'aurait pas spécialement augmenté. Enfin, je vois pas la raison logique derrière, quoi. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Moi, je pensais que c'était avec l'explosion des joueurs comme Doncic ou Zion qui sont comme des futures grandes stars. Mais bon, même cette année, c'est pareil, donc et qu'il n'y a pas trop de joueurs. Ouais, et puis Zion, c'était un peu décevant, non, sa première saison. Enfin, c'est moins le crack. On attendait un gros crack, le nouveau Shaquille O'Neal, tout ça, et puis finalement, c'est sûr que il est fort, mais c'est en plus, quoi. Enfin. Après, il s'est pas mal blessé. Cette année, ça donne quoi, Zion? Bah, ça a l'air d'être mieux parce que l'année dernière, il a pas fait beaucoup de matchs. Oui, c'est ça, il était blessé. C'est ça, ouais. Mais là, cette année, il joue tous les matchs. Je sais pas du tout ses stats, tout ça, mais je pense que c'est bon, après, il est au Pélican aussi. Les Pélicans, ça donne pas envie, quoi. Ouais. D'accord. Je suis désolé, mais quand ton équipe s'appelle les Pélicans. Les excuses aux fans des Pélicans. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon. Ouais, non, mais c'est intéressant. Bon courage. Ok. Et du coup, en termes de création, ton site, ça a été compliqué pour déposer ton numéro de siret, les étapes, ou c'est assez facile de créer son shop? Non, c'est assez facile avec maintenant les auto-entreprises et associations, tout ça. Donc ça, c'est assez facile à faire. Sur Internet, c'est rapide. C'est une bonne chose, ça. Et ça c'est bien. Et ensuite, pour la création du site, c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis passé avec un ami qui est webmaster, donc il m'a aidé là-dessus. Donc voilà, ça s'est fait assez rapidement. En 2-3 semaines, c'était réglé. D'accord, c'est un beau projet. Et alors, tu te fournissais un endroit pour tes breaks. Est-ce que quand tu as ouvert ton shop, tu as essayé de chercher ailleurs ou tu as toujours ton même fournisseur? Non, toujours le même endroit. Après, j'achète un peu partout où je trouve des bons tarifs et des gens qui sont sympas. Tu arrives à fidéliser, par exemple, ils voient que tu commandes pas mal, est-ce qu'ils te font quand même des offres? Ça fait une dynamique? Oui, ils viennent souvent me contacter eux en me disant que c'est bien. J'ai tel box en ce moment, j'ai ça, donc
C'est bien, ouais, c'est cool. Ça, c'est bien. Ouais. Et ils te contactent pour toutes sortes de produits ou seulement les produits qu'ils n'arrivent pas à vendre? Parce qu'ils sont aussi comme ça, les shops américains. C'est-à-dire qu'il y a des produits qu'ils n'arrivent pas à écouler et donc ils se disent tiens, on va les refourguer aux petits Européens Ah ouais. qui ne connaissent pas grand-chose. Non, mais je suis peut-être mauvaise langue, mais ils sont capables de penser comme Après ça, je sais pas, mais ils me contactent assez rapidement dès la sortie des produits. Donc, oui, même sur des produits très attendus, tu peux y avoir accès. Ouais. Okay. Enfin, comme les Oops Premium Stock qui étaient hyper recherchés à un moment, ils m'ont contacté directement. Ah, super. Ah, bah, c'est bien. Donc ils nous squeezent pas. Non, pas trop. On compte au final. Hein. Voilà, quand tu commandes, ça compte. Bien sûr, après, que ça soit un Français. Peut-être qu'ils vendent peut-être un peu plus cher en Europe aussi, donc ils ont un peu plus d'intérêt sur ça. Aussi, oui, c'est vrai. Ok, bon, bah, c'est super intéressant. Adrien, est-ce que tu as une dernière question bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. C'était pas mal. Enfin, voilà. Là, je vois qu'on a 18 minutes de bande. Ouais, déjà. Va falloir que tu. Adrien, c'est lui le technicien, c'est lui qui bosse. Ah, tu vas travailler, tu vas faire du montage. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis j'apprends le logiciel en même temps, donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive. On te remercie, Alex, d'être passé dans le podcast. Ah bah oui, merci. Ça nous fait très plaisir. Ça, c'est clair. Eh bien voilà, maintenant c'est l'heure d'être en duplex avec notre célébrissime fiscaliste Maître Magouille en direct d'Arnaque-la-Poste. Bonjour Greg, comment vas-tu? Bonjour Maître Magouille. Alors je suis très honoré de venir d'être en duplex sur votre émission. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Oui. Alors l'année dernière, le mois dernier, je me promenais tranquillement du côté de Las Vegas pour y faire des choses plus ou moins légales. Et qu'est-ce que je vois donc? Je vois quelqu'un qui se balade avec 2 attachés case. Alors vous savez, quand il y a des attachés case, il y a souvent du pognon à l'intérieur. Et moi, ça, j'ai un peu le flair pour ces choses-là, donc j'ai suivi la personne. Et donc cette personne, figurez-vous, il s'agissait d'une personne de chez Panini qui se rendait tout droit au siège social de l'UFC. Oui, pour faire un petit deal. Et le deal en fait consistait tout simplement à acheter la licence UFC directement avec cette montagne de cash. Donc ils ont posé les mallettes sur la table, hein, comme ça, dans la conf call, quoi. Donc Maître Magouille, vous êtes en train de nous dire que l'UFC a été acheté via Maletas. C'est ça, tout à fait. En gros, Panini a dit, bon bah voilà, Tops, on les aime pas. Nous, on vous prend l'exclusivité de la licence UFC et on vous file tout ce flouze. Ce à quoi l'UFC a répondu, nous le fric, on adore ça, donc on va vous dire oui et vous allez pouvoir produire des cartes avec nos combattants dessus. Et voilà, donc Top s'est bien fait carotter. Comme quoi, quand vous avez besoin de quelque chose dans la vie, préparez vos mails, ça débloque souvent les situations. Ouais. Alors par contre, Maître Magouille, est-ce qu'il serait possible de faire des maletas pour les designers et les personnes responsables de Panini America et les mettre dans la cage UFC? Alors, quand tu parles des designers, c'est pour avoir des cartes bien dessinées, c'est bien ça? Oui, et puis tout ce qui est pris et tout ça, pour secouer le cocotier. Justement, c'est là où Panini est intelligent, ils vont pas payer des designers, ça coûte du blé. Ça va plus vite de faire des CTRL-C, CTRL-V et garder le même design pour toutes les collections. Pourquoi se faire chier? Je vous reconnais bien là, Maître Magouille, l'expertise de l'arnaque. C'est du business. Pourquoi payer des gens alors qu'on peut tout garder pour soi? Vraiment. C'est pas faux. Vraiment, Greg, faut vraiment que je vous apprenne plein de trucs. C'est pas faux. Voilà les amis. Eh bien écoutez, merci Maître Magouille, vous nous avez apporté une belle news, on a eu du mal à vous avoir, mais au final je pense que vous allez être un fidèle de l'émission. Je vais vous laisser parce que là j'ai mon ami Patrick qui m'attend sur son yacht. Allez, à bientôt les amis. Merci Maître Magouille, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Dis-moi Greg, c'est énormément le bordel chez moi et notamment dans mes collections. Comment faire pour que je m'y retrouve un peu? Eh bien ça tombe bien, dans ce sujet on va vous parler des plateformes de gestion de collection. Ah c'est magnifique. C'est magnifique. Tu sais Adrien qu'on a tous notre manière assez personnelle de ranger nos cartes. Exactement. Donc, ça on pourra traiter dans un épisode comment gérer sa collection, comment les protéger.
Mais Je vous expliquerai mon système un jour. voilà, Vous n'allez pas être déçus. exactement. Mais je voulais qu'on s'intéresse surtout à un sujet qui est le partage et le référencement de nos collections. Parce qu'en fait, il existe déjà des logiciels pour pouvoir classifier tous ces petits morceaux de carton, mais ça va bien plus loin que le listing. En fait, il y a une évolution numérique et dans le souci d'être bien organisé, quand vous avez des centaines, voire des milliers de cartes, il y a différents supports. Et dans cette diversification des sites, il y a des incontournables. Forcément, quand on pense d'incontournables, on pense au Beckett. Parce que c'était le guide officiel, c'est la Bible, même si aujourd'hui on est loin quand même de cette référence. Mais pour gérer sa collection, je trouve que les fonctionnalités sont pas si intuitives. Il y a le listing, vous pouvez référencer vos cartes, mais ça s'arrête là. En termes d'organisation, sur les logiciels dont on va vous parler, vous pouvez importer vos listes, mettre vos scanners, visualiser, partager, enfin un contenu très large et très pratique pour le collectionneur. Retrouver ces cartes pour échanger, les montrer à un autre collectionneur, ça va faciliter les deals. Et vous pourrez même vendre vos cartes sur eBay. Ça va transporter directement votre listing sur eBay, donc c'est pas négligeable. Et enfin, si vous voulez partager vos collections à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France avec quelqu'un qui fait le même genre que vous, qui s'y intéresse, vous pouvez lui envoyer. Il a les scans recto verso, les informations sur les cartes. Bref, un gros boulot derrière et on va s'intéresser à ces personnes. Ouais, alors mon Greg, par contre, moi j'ai essayé de m'intéresser aussi à cette question. J'avais commencé à développer mon petit système. D'accord. Je te montrerai ça à l'occasion. Mais Avec on plaisir. n'est pas là pour parler de moi. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand même c'est vachement chiant de tout lister. Hein. Ça demande un temps incroyable, surtout pour les mecs comme moi qui font tout et n'importe quoi. C'est interminable. Non, mais sérieusement. Alors, C'est-à-dire que moi, il me faudrait 6 mois oui. pour tout lister. Hein. Et encore 6 mois, je suis gentil. Hein. Alors moi c'est pareil. Donc du coup, on va être transparent. Je vois à je ne l'ai travers pas toi. encore fait, mais je vais le faire. Voilà. Parce que malheureusement, enfin, nos cartes ont quand même des certaines valeurs. Aujourd'hui, les assurances, selon vos assurances, elles prennent en charge plus ou moins avec le vol. Il y en a, ils font des... Ça peut faire le débat ou le sujet d'un autre épisode, mais c'est quand même aussi un moyen de se protéger. Parce que sur Beckett, tu peux tout référencer, mais on peut te demander des photos. Or, avec ce genre de site, quand même, il y a aussi un aspect de se couvrir. En termes de... Tu as les preuves que ce soit tes cartes, et ça fait un référencement en plus, et je trouve que c'est pas négligeable. Je sais pas si tu me... Et c'est payant en plus, Beckett. Alors voilà, donc je vais rentrer dans le détail, c'est qu'aujourd'hui, Beckett, donc Organize, même si vous prenez que Organize, même pas avec les cotations. Organize comme le groupe Comme le groupe de musique. Oui, est-ce qu'on peut l'inviter pour qu'il nous chante une petite chanson? Ouais, c'est vrai. Souvenez-vous Voilà, d'Organize pour les plus vieux. Mais sincèrement, c'est quelques dollars par mois, mais ça fait juste un référencement de cartes. Et sincèrement, l'interface, il est basique et je trouve un peu imbuvable. Ah bah, comme souvent, les logiciels de base de données, c'est souvent imbuvable. Hein. Oui, alors, en plus, c'est payant. Et il y en a d'autres, Oui. comme Sport Card Organizer, qui est $30 à l'année, je crois. Eh bien, Cocorico, C'est payant aussi, hein, $30. c'est payant, ouais, c'est ce que je te dis. Mais le Cocorico, L'interface est TC bien. Collector, C'est français, très pratique. On aura son créateur et on va avoir une petite entrevue avec lui. Et aussi les Canadiens de Chronosio. Super. Donc Et tu ça, vois, c'est des solutions gratuites et c'est gratuit. Chronosio. c'est cool. Chronosio et TC Collector, c'est gratuit. Chronosio, ils ont Chronocard aussi, on va vous différencier les deux. Mais pour une fois que le hobby français, qui d'habitude peut paraître un peu loin de la bulle nord-américaine, eh bien, ce site entièrement gratuit vous permet de référencer vos cartes. Et je trouve que ce petit plus, eh ben, je voulais en parler. C'est cool. Ouais, et puis pour vos soirées Covid là au coin du feu quand vous faites bien chier, bah voilà, vous prenez votre carton de cartes qui monte jusqu'au plafond et puis vous les enregistrez une par une. Oui, alors il y a ça, mais par exemple Chronosio, donc via leur logiciel Chronocard qui est gratuit, si vous avez beaucoup de cartes ou que vous voulez vendre des cartes, une fois que vous avez référencé vos cartes, et ben sur eBay, ça les vend, vous pouvez les mettre en ligne directement via le Chronocard. La seule chose qui est payante, c'est même pas la mise en ligne de vos cartes, c'est ils prennent un petit pourcentage sur la vente, mais c'est léger. Ah ouais. Voilà, c'est la seule chose. Il faut quand même, il y a une équipe derrière. Faut bien Il y a une qu'il y ait équipe derrière. Et on va en savoir un petit peu plus avec nos prochains invités. Merci Greg. On se retrouve avec Sylvain Coulombel, le créateur de TC Collector, qui vient nous parler de son fabuleux site pour gérer ses collections. Salut Sylvain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Eh ben oui, très simple. Bah, TC Collector, c'est un site qui permet de gérer ses collections de cartes de basket. Alors je l'ai fait au départ moi pour le basket, mais on a du monde qui est venu se greffer dessus pour mettre des cartes de tout sport US, voire même d'autres sujets. Il y a des gens qui se servent du site pour gérer tout et n'importe quoi, tant qu'on peut les collectionner et qu'on souhaite trouver des nouvelles cartes D'accord, et puis chouette. savoir où on en Et est dans donc, sa collection. quelles informations on peut mettre sur chaque carte? Les photos, je suppose, les éditions, Oui, l'idée en fait quand j'ai créé ce site, c'était que j'étais loin de ma collection et je voulais savoir où j'en étais. Donc tu peux trier ça par catégorie, donc tu peux le trier par joueur, par équipe, suivant comment tu collectionnes. D'accord. Et ensuite, au niveau de chaque carte, tu peux dire si c'est un autographe, si elle est numérotée, si elle a un mémorabilia, donc un morceau de maillot ou quoi. Et puis ça te permet après, par le biais de filtres, de savoir un petit peu où tu en es. Tu peux aussi mettre la valeur à l'échange et la valeur à l'achat si tu veux un petit peu savoir aussi au niveau financier ce que représente ta collection. Ah, c'est super. D'accord. Ouais, c'est super. Et du coup, tu étais dans l'informatique pour avoir créé ce type de logiciel ou... Carrément, ouais, je suis dans l'informatique depuis 20 ans à peu près, et puis à la sortie de mes études, donc ça remonte maintenant, hein, c'était en 2004, je suis parti faire un stage à l'étranger de plusieurs mois, et puis je voulais continuer à collectionner, mais je voulais pas embarquer toutes mes cartes avec moi parce que j'avais pas la place, et je me suis dit tiens, je vais me faire un petit site comme ça pour gérer à distance. Et puis ce petit site a grandi parce que de retour en France, j'ai pas mal de monde de la communauté BTC et autres qui m'ont dit mais c'est génial ton outil, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser aussi nous? Et puis j'ai ouvert ce site à tout le monde et puis là ça fait un peu plus de 10 ans que le site y tourne. Alors c'est totalement gratuit pour les gens, ils s'inscrivent, ils créent leur collection et puis on doit être à 800 ou 900 membres depuis, donc ça fait vivre une petite ça fait vivre une petite communauté de gens et puis on reçoit des fois des messages sympas de gens qui veulent échanger ou des gens qui viennent juste admirer les collections, mais depuis le départ j'ai fait ça, c'est totalement gratuit et je demande rien aux gens. Alors bon, des fois il y a des bugs, je peux pas réagir très très vite, mais voilà, le but c'était d'aider. Et puis ça s'est greffé petit à petit, j'ai mis une carte sur le site, vous pouvez aller voir, il y a du monde d'Allemagne qui est venu et puis des États-Unis, puis ça a généré une petite communauté sympa. Et du coup, donc tu dis tu as plus de 800 membres et derrière, est-ce que tu as des idées d'innovation ou des choses que tu aimerais faire? Alors, tu n'as pas forcément les moyens, mais tu as des projets peut-être? Honnêtement, j'ai pas en ce moment beaucoup de projets par rapport à ça parce que je suis beaucoup accaparé par mon travail actuel qui fait que j'ai mis les cartes un petit peu de côté. Alors déjà en tant que collectionneur, je les ai mis de côté et puis surtout en tant qu'admin de ce site-là, je fais des petites modifs de ci de là quand je reçois des messages, mais je suis pas dans une phase où j'ai envie de faire plein d'évolutions, si tu veux. Je le laisse. Donc tu le gères tout seul. Alors je sais que j'ai pas mal de Oui, il est géré tout seul. Il se gère tout seul déjà, le site. Et puis, quand il y a besoin de faire des maintenances, j'interviens dessus parce qu'il arrive des fois des petits couacs ou des plantages. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'administre à plein temps. Il est bien rodé. Il vit sa vie. Moi, je m'en sers quasiment tous les jours pour gérer mes cartes. Mais je fais pas plus de développement dessus. Et j'ai vu que tu avais lancé il y a des concours aussi. Oui, j'avais lancé beaucoup de concours au départ. Alors maintenant, les concours, si tu veux, ils vivent leur vie tous les mois. Initialement, je les avais lancés avec à la clé des boîtes à gagner ou des packs, des choses comme ça. J'ai fait ça les premières années. Et puis après, faute de temps, je les ai laissés un petit peu se faire. Donc les gens, ils peuvent voir à peu près combien de cartes ils ont scannées dans le mois. Ils peuvent se comparer avec les autres. Mais maintenant, c'est honorifique, si tu veux. On gagne plus rien à part juste être content d'avoir enrichi le site, qui a des centaines de milliers de photos maintenant. C'est vraiment une belle base de données de cartes. Mais voilà, on n'en fait pas plus que ça. D'accord. C'est bien. Et les gens peuvent créer des sortes d'albums virtuels, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est de créer un album. Donc, tu crées. Moi, je collectionne les joueurs français typiquement. Donc, je vais créer un album par joueur. Donc, Tony Parker, ça va être ma première rubrique. Et puis après, je vais les classer par année mes cartes. D'accord. Mais t'en as d'autres qui collectionnent des équipes et puis ils créent un album pour leur équipe et ils mettent toutes leurs cartes à l'intérieur. C'est vraiment, c'est fonctionnel, ça dépend du niveau que tu veux mettre à ta collection. Moi, je sais que j'aime bien que les choses soient bien rangées, un album par joueur, par année, et puis dans le monde physique, j'ai la même chose avec mes petites boîtes qui contiennent la même chose dedans, je m'y retrouve, mais c'est vraiment ouvert, on fait ce qu'on veut avec ça.
Et du coup, tu as pu faire des échanges avec des gens via ton site pour toi ou d'autres collectionneurs et des échanges qui se font via le site. Bah carrément, moi ça me servait vraiment de vitrine si tu veux, et j'avais édité une wantlist, quoi, donc les cartes que je recherchais le plus, et dès que j'allais sur des forums, alors les forums français comme BTC, mais d'autres forums US, dans ma signature je mettais un lien vers ma liste de recherche si tu veux, et grâce à ça j'ai reçu un paquet de gens qui me proposaient des cartes, ou même des gens qui cherchaient pour eux des choses, et quand ils tombaient sur des choses pour moi, ils m'envoyaient un message via le site, donc ça m'a vraiment permis d'enrichir ma collection sans pour autant, moi, tu vois, y passer des heures à chercher partout sur Internet, quoi. C'était vraiment un bon système. Super projet. Comment ? Ouais, c'est un super projet. Ouais. C'est un projet qui a déjà plus de 10 ans, hein, parce que voilà, moi j'ai créé ça en 2006 chez moi dans ma chambre tout seul, tu vois, et puis là ça fait 10 ans qu'il est ouvert à tout le monde, même 11 ans maintenant. Et puis voilà, je vois tout le temps que des gens s'inscrivent, des gens mettent leurs cartes dedans. Donc il y avait un manque là-dessus. À l'époque, il existait quand même des choses, des albums où tu pouvais mettre plein d'images dedans. Tu vois, tu avais des photos bucket, des choses comme ça. Tu pouvais mettre plein de photos, mais derrière, t'en retirais aucune statistique. Tu savais pas ce que tu avais dedans, t'avais pas les références, t'avais pas si c'était un autographe ou quoi. Donc cet outil-là, il a comblé un manque là-dessus. Alors, il a pas fait boom, tout le monde ne l'utilise pas, mais ceux qui l'utilisent en sont contents, quoi. Et ça simplifie vraiment. Non, c'est super parce que ouais, comme tu dis, il y avait les statistiques, et même j'ai vu là le camembert qui dit tiens, celle-là je l'attends, je l'ai pas encore reçue, cette carte, tu sais ce qui va arriver. Ça s'adresse vraiment à ce qu'on appelle des hardcore collectionneurs, quoi. C'est des gens qui ils veulent 100% des cartes qui existent, et voilà, donc l'idée c'était de référencer toutes les cartes et puis que tu avances avec ton pourcentage. Alors au départ tu commences, t'as pas beaucoup de cartes, et puis quand tu arrives à 90-95% des cartes existantes, t'essayes désespérément que ce petit morceau rouge du camembert il disparaisse et puis que tu aies toutes tes cartes. Alors ça s'adresse vraiment à une population de gens qui étaient à fond sur leurs joueurs, qui veulent tout sur tout, et surtout qui référencent toutes les cartes, parce que tu peux aussi collectionner les cartes et puis prendre 2-3 cartes de joueurs de ci de là, et là tu t'en sers comme un album. Oui. Mais là l'idée c'était vraiment de s'adresser aux gens comme moi. Quand j'avais commencé la collection des joueurs français, je voulais vraiment chaque année, quand un Français arrivait en NBA, je collectionnais ses cartes et je voulais vraiment tout avoir. Tu vois, c'était le côté un peu boulimique où tu voulais tout et tu voulais suivre ça en temps réel. D'ailleurs, c'est le problème quand on débute les collections, c'est qu'on veut tout avoir. Moi, quand j'ai débuté le hockey, je vais faire toutes les équipes, tous les joueurs, j'étais à fond dedans. Et puis là, au bout de 3 ans, j'en ai partout des cartes, et j'ai dit bon, je vais me limiter à certains joueurs, sinon on s'en sort plus, quoi. Et c'est ça. On parle toujours de recentrage de collection. On dit allez, j'arrête de m'étendre. Allez, cette année, j'arrête de collectionner le nouveau joueur qui arrive. Et puis voilà, il y a plein de façons de collectionner. L'idée, c'était le site, il s'adressait à des gens qui voulaient suivre en temps réel où ils en étaient, et puis d'autres qui voulaient juste partager avec les gens, avoir une collection organisée où tu pouvais montrer tes scans recto verso. Et voilà, tu y trouves ton compte si tu es un gros collectionneur ou un collectionneur occasionnel, quoi. Et alors moi, sur ces systèmes-là, c'est très très bien, mais il y a un truc qui m'angoisse un peu, c'est la quantité de données à saisir soi-même. Parce que si on a 3000 cartes, ça prend des heures et des heures entières à saisir. Est-ce que toi, tu as pensé à des systèmes qui pourraient alléger, disons, cette saisie de données ou... En fait, j'ai créé une brique d'import. Si tu veux, tu peux importer un fichier Excel, parce qu'à la base, les gens, ils ont leur collection sur Excel ou sur un bloc-notes. Tu peux importer ça en un clic, et après, charge à toi de télécharger les photos. Par contre, au fil de l'eau, j'avais pas créé un système où tu pouvais importer toutes les photos en même temps. Ça m'a été demandé, mais là, je manquais vraiment de temps. Après, ça dégrossit quand même déjà le travail quand tu as toute la liste. Exactement. C'est top. Alors après, j'avais été plus loin dans l'analyse au début. Il y a 10 ans, quand j'avais pensé ça, je voulais me connecter à un outil qui s'appelle Beckett, qui est un outil qui liste toutes les cartes, si tu veux. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de reprendre leur désignation. Et donc j'avais commencé une première version avec ce système-là, et puis ils sont venus gentiment me voir en me disant mais vous savez que c'est des données qui sont privées. Voilà, donc j'ai changé de système. Ils m'ont fait toc toc. Ils ont fait toc toc toc. Donc j'avais
j'avais beau être le petit français. Bonjour, c'est Monsieur Beckett. Sur moi en me disant mais vous êtes en train de piquer mes données, donc voilà, t'es toujours un petit peu limite. Donc j'ai fait un système où tu importes. Alors si tu importes toi la même désignation, je veux dire je suis pas responsable, c'est toi qui as nommé ta carte de cette manière-là, mais je pouvais pas moi faire un outil automatisé qui aurait pu être vraiment mieux. Mais bon, c'est chasse gardée de cet éditeur. Et ben c'est bien comme ça quand tu as une carte qui est pas référencée par Beckett, tu peux la rentrer toi-même. Exactement. Ou si tu vas la renommer. Non mais moi j'ai le rêve fou maintenant de, tu sais, avec les smartphones, tu prends la photo de ta carte et bim, ça t'enregistre automatiquement ta carte dans ta collection avec les métadonnées associées. C'est des évolutions qui avaient été imaginées génial pour le site. Alors je connais personnellement, puis j'aime bien discuter avec Thierry qui est l'administrateur du site BTC, donc Basket Trading Card en France, et qui lui est très féru des applis smartphone et qui me disait faudrait faire ça. Effectivement, là c'est le manque de temps, c'est vraiment le manque de temps, mais effectivement dans ce nouveau monde où tout le monde a le téléphone dans sa main, il faut faire des applis smartphone. Non mais et tout ça. techniquement mais c'est pas évident. Je l'ai fait il y a 10 ans et il y a 10 ans voilà, tout le monde n'avait pas de smartphone, j'ai pas pris ce virage là. Non, et puis je sais que c'est un gros boulot. Parce que moi aussi, je suis informaticien. Je vois à peu près les implications que ça a derrière. Et puis c'est sûr qu'en bossant toute la semaine dans l'informatique, le soir, redévelopper un truc pour toi, c'est après, pas toujours... Exactement, mais là, comme je disais en préambule, si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde, où je demande aucun frais ni rien. Si j'avais commencé à faire payer une petite licence, un petit abonnement, là, j'aurais pu rentrer dans cette discussion en disant je vais faire une appli, je vais en faire quelque chose de professionnel. Mais j'étais pas du tout dans cette idée-là. Moi, je voulais que ça reste un hobby. J'en avais besoin pour moi. Je l'ai ouvert aux autres. Alors, c'est peut-être un peu vieillot maintenant. Effectivement, faudrait se reposer des questions, mais ça donne toujours un coup de main. Et puis, peut-être qu'un autre informaticien reprendra le relais aussi à un moment derrière, d'une autre génération, un collectionneur qui est pas dans nos âges, j'allais dire, un plus jeune qui débarque et qui dit mais moi je veux du smartphone. Je serais tout à fait ravi de... Mais qui a un très beau portefeuille, puisque vu le prix des cartes en ce moment... C'est ça, c'est que voilà, maintenant ça devient un luxe, mais bon, peut-être que voilà, le site il peut partir dans d'autres mains à un moment. Je suis pas fermé sur ce genre de sujet-là. Si quelqu'un est très motivé pour développer des API, pour reprendre des termes informatiques ou des applis smartphone, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. C'est super cool. Bon, en tout cas... Ça m'a donné envie. Du coup, nous, de passer les... Oh merde, on l'a perdu. Écoute, tant mieux alors. On l'a perdu, ça y est. Moi, j'avais commencé à développer mon truc aussi de mon côté avec des modules WordPress et compagnie, mais ce qui m'a rebuté, c'est pas vraiment le développement en lui-même, c'est la saisie des cartes derrière, quoi. C'est hyper long. Il faut prendre les photos recto verso de la carte. Après, il faut saisir la collection, les éditions. Enfin, moi, je référençais toutes les infos possibles sur la carte, donc ça prenait... je sais pas, une demi-heure par carte. C'est super long. C'est juste ce côté-là, moi, qui me fait peur. Donc, j'ai vite abandonné mon projet, quoi. Après, c'est vrai que c'est un outil qui peut être à la croisée de plusieurs outils. Tu as des sites sur Internet qui référencent toutes les cartes. Trading Card Database, par exemple. T'en as d'autres qui référencent les images, et puis voilà, là l'idée c'était d'avoir un site qui fait les deux, mais ça nécessite à cause des copyrights et autres soucis là de licence, de ressaisir toi-même les données. Donc voilà, mais une fois que tu les as saisies, si tu veux, et que tu suis ta collection au fil de l'eau, tu rentres pas 1000 cartes toutes les semaines, tu vois. Ouais, en fait, il faut faire au fil de l'eau, c'est ça la vraie astuce, Ouais, c'est ça. Non, et puis le côté d'importer sa liste via Beckett ou même son fichier. Non, mais tu te fais des sessions scan. Je sais que moi, quand je reçois des cartes, je me les fais livrer comme à peu près tout le monde, un gros paquet qui arrive des États-Unis tous les mois, tous les 3 mois. Bon, tu te fais une belle après-midi de scan, de mise à jour de collection, et t'es pas mal. Remarque, c'est agréable, ça peut être agréable parce que tu revois tes cartes et tout. C'est ça. Moi, je trouve que c'est top. Exactement, ouais. Et vous utilisez un scanner particulier pour les cartes ou c'est un truc normal du commerce Question totalement nulle, mais je me suis posé la question plusieurs fois. Non, mais c'est une bonne question. Les trucs multifonctions d'imprimante, je trouve que c'est pas terrible en termes de résolution. Donc j'avais pris plutôt un scanner dédié, mais c'est un truc Canon qui vaut 100 balles. Hein. Mais en faisant ça, tu
tu mets 5-6 cartes en même temps, voire 9 cartes en même temps, puis tu sais, tu as une fonctionnalité qui te découpe les cartes automatiquement, et puis ça te fait déjà tes 9 images d'un coup que tu peux ensuite aller télécharger. Donc après, tu deviens un petit peu un pro du scanner, tu vois. C'est quand tu commences à recevoir beaucoup de cartes et que tu veux optimiser ton temps, tu deviens un peu un pro du système. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Ouais, mais moi en fait j'étais mal organisé, tu m'as donné plein d'astuces. Moi je faisais photo de la face, photo du recto, donc ça faisait 2 photos. Après faut télécharger les photos sur l'ordinateur, renommer le fichier, les mettre sur mon système et laisse tomber. Mais dis-moi Adrien, tu es informaticien ou... Non, je suis juste très nul dans l'organisation. Ah bon, ça se voit pas. Non, là l'idée c'était que tu mettais tes cartes sur ton scanner, t'en scannes 9 à la fois, et puis ça te découpe tout seul, et après t'as tes fichiers et t'es tranquille. C'est fait une bonne fois pour toutes, c'est archivé. Merci pour ces astuces. Ok, c'est top. En plus, tu devrais t'intéresser. On va faire une interview ce soir donc de Chronosio, qui sont des amis québécois qui a un site qui te ressemble. Alors eux, il y a une partie plus vente qui est liée à eBay, mais c'est aussi gratuit. Donc je pense que à l'écoute, tu seras content aussi de voir ce qu'ils font. Ouais. Au Québec, ils sont très. C'est la religion là-bas, les cartes de hockey, et ils sont très ventes sur eBay. Et ils passent leur temps à chiner le moindre joueur pour leur collection. C'est ça. Et ils sont ouverts aussi tous. Non, mais c'est super. Moi, j'adore quand il y a des projets comme ça, des sites qui se créent, une communauté. Parce que c'est sûr qu'en France, on a l'impression d'être un peu à l'écart. Tu vois, on est à fond dans des passions de sport US qui sont pas trop connues ici. Et donc, on a notre petite communauté. Et c'est toujours sympa de voir qu'ailleurs, c'est une religion. Tu vois, c'est quelque chose qui est plus dans les mœurs qu'ici, quoi. C'est assez sympa. Yes. En tout cas, ça fait une belle conclusion, je trouve, Sylvain. On te remercie vraiment d'avoir participé à Podcart et on te dit à très bientôt. Eh bien, à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Sylvain. Salut à tous. Salut les gars, nous avons des invités très sympas avec nous aujourd'hui. C'est Chronosio, David et Jonathan. Salut. Salut. Bonjour. On est ravis de vous avoir pour le premier épisode de notre podcast Podcart. Donc nos amis canadiens avec nous, ça nous fait super plaisir de vous avoir. Je suis content aussi. Félicitations encore pour ton livre. Ah, c'est gentil, merci. Juste avant, on avait Sylvain qui était le gérant de TC Collector. Je ne sais pas si ça vous parle en France. C'est un site de gestion des cartes. Et lui, pareil, a créé son site il y a plus de 10 ans, il y a 900 membres, et donc ça fait une très belle transition avec vous, parce que dans le sujet qu'on évoque dans Podcart, c'est la gestion des cartes et l'univers autour de ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre site Chronosio? Oui. En fait, Chronosio, ça se trouve être un marketplace avec plusieurs vendeurs. On vient d'atteindre le 9000 utilisateurs sur la plateforme. Ah oui. Ça va très bien depuis 2015, en fait, que la plateforme est en ligne, fin 2015. Donc, on est rendu à 9000 personnes. Les gens peuvent se créer leur propre magasin en ligne sur notre plateforme. Et ça vient aussi avec un logiciel. Le gros avantage de Chronosio, c'est qu'on a développé aussi un logiciel pour permettre de faire ton inventaire de cartes en ligne. Donc ça, c'est Chronocart. Chronocart, exactement. Yes. Ouais. Donc ça, c'est super. Et j'ai vu donc une fonctionnalité qui est gratuite aussi. Oui, en fait, la version de Chronocart actuelle est gratuite. On a une nouvelle version pro qui s'en vient dans quelques semaines. C'est une primeur parce qu'il y a personne qui est au courant encore vraiment, c'est vraiment très proche. Là, on sort une nouvelle version dans quelques semaines avec l'intelligence artificielle. Ça va être vraiment le fun. Ah ouais, donc une belle nouveauté qui va sortir là. Oui. Autour de ça, donc j'imagine qu'il y a une belle équipe. Alors au départ, vous étiez que 2. J'ai lu que c'était... Donc c'est qui était collectionneur? C'est Jonathan? C'est moi. Ok, donc tu avais 400 000 cartes, c'est ça, Jonathan? Exact. C'est donc, de la folie. Moi, je suis un collectionneur. David, c'est un très bon ami. On se connaît depuis déjà... on s'est connus quand on avait à peu près 7-8 ans. Ah, super. Donc, ça fait déjà un bon petit bout. David était beaucoup plus en technologie que moi là, déjà à cette époque-là. Donc, le but était que quand on a démarré Chronosio, c'était vraiment de trouver une façon de lister rapidement des cartes en ligne. Ça reste quand même ça a toujours été un défi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
dans une optique où, écoute, David, donne-moi un coup de main, j'ai 400 000 cartes, je veux les mettre en ligne de façon rapide. C'est génial. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça a commencé. D'accord. Et tu collectionnes quoi comme sport? Principalement du hockey. Ah, ça fait plaisir, ça. C'est bizarre. Je me sens moins seul. Ah ouais, c'est génial. Et du coup, ça fonctionne comment votre système pour enregistrer les cartes? Vous saisissez à la main les cartes ou vous avez un scanner qui va scanner toutes les cartes ou vous importez des fichiers? Comment ça fonctionne? C'est ça. Nous, à la base, quand on a commencé le projet, on s'est aperçu que c'était plus possible en 2015 de vendre des cartes de sport en ligne sans avoir des images. La majorité des gens, quand on mettait des cartes avec des images génériques, les gens nous disaient « je voudrais avoir une photo de la carte ». On s'est aperçu que c'était plus possible. À notre époque, on ne peut plus vendre rien en ligne qui n'a pas la vraie image du produit. Donc, on s'est dit la source de Chronosio, de Chronocard, c'était les images. Donc, c'est impossible pour nous de mettre une carte dans le système en inventaire si tu n'as pas l'image. Nous, ça ne fait pas de sens de mettre des cartes en vente si tu n'as pas les images originales. Donc, le logiciel fonctionne avec n'importe quel scanner, presque n'importe quel scanner qui sont disponibles sur le marché présentement. Sauf les numériseurs. On a les numériseurs à plat qui sont standards. Les gens sont habitués, qui sont plats avec la fenêtre, avec la vitre. Puis, on utilise aussi les numériseurs. Si vous allez sur YouTube, sur Chronosio, vous allez voir les numériseurs plus rapides. On peut faire environ 3000 à 4000 cartes à l'heure. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ah oui. Ouais. Et j'ai lu des choses là-dessus parce qu'on s'y intéresse aussi. On aura un Français qui a inventé une machine pareil, donc qui est capable de scanner ces 3000 cartes à l'heure, comme tu disais, David. Il y en a, il dit oui, mais ça va abîmer les cartes. Est-ce que c'est... Exact. Ça, c'est quelque chose que les gens nous demandent souvent. Nous, on a acheté peut-être une 50aine de numériseurs différents pour vraiment dire, OK, on a vraiment un set restreint de numériseurs qu'on conseille. Les autres modèles, on ne les conseille pas parce que ça peut abîmer les cartes. C'est certain, comme on dit aux gens, des cartes à 2000, on ne les passe pas dans ces numériseurs-là de toute façon. Oui. Et oui, nous, sauf que ce qu'on s'est dit, il y a des gens, oui, mais moi j'ai des cartes qui peuvent valoir entre 10 $, 20 $. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est une question de perspective, une question de rentabilité. Si la personne elle veut numériser avec ce numériseur-là, puis prendre un certain risque, oui, il y a un risque qu'il y ait quelque chose après la carte, mais pas toutes les cartes, là, ça pourrait arriver. Oui. Ben, moi, si j'en fais 4000 aujourd'hui, mais je vais en abîmer 3, bon, c'est correct, au pire, je vais les vendre moins cher ou je vais les jeter. Tandis que l'autre personne qui va prendre le numériseur à plat, il va en faire peut-être une centaine dans sa journée, je vais en faire 4000. Et le numériseur là, qui en fait 3000, il est compatible qu'avec les cartes de faible épaisseur, je suppose, parce que les grosses cartes qui contiennent des patchs, c'est pas possible. Exactement. Donc, nous, on conseille vraiment les cartes régulières, oui, les colonnes, régulières. Yes. Ou des parallèles, ou des cartes qui sont... Ah, je suis content, j'ai scanné mon patch, mais il est écrabouillé. Exactement. Bon, bah c'est cool. Non, mais c'est vrai que c'est... Parce que je crois que j'avais déjà vu effectivement des vidéos sur Internet avec des scanners comme ça. J'ai dit, ah, c'est génial, il m'en faut un. Et puis tout de suite, j'ai eu le réflexe de dire, mais non, ça va abîmer mes cartes. Donc... Non, mais c'est vrai que... Ouais, nous, Français, par exemple, je prends le cas de Jonathan. Quand je lis 400 000 cartes, ouais, c'est on est dans une sphère... c'est phénoménal. Donc là, le numériseur, c'est pas un, il en faut 10 alignés et c'est parti, les petites entreprises. Ça dépend des collectionneurs. Et du coup, toi, Jonathan, t'as continué de collectionner? Je suis encore un collectionneur. Je pense que quand on commence collectionneur, on reste collectionneur. Oui, je collectionne encore, j'achète encore des cartes, soit pour garder, soit pour revendre. Tout en utilisant notre logiciel aussi de façon quotidienne. D'accord. Et donc, je rebondis là-dessus, ce qui est super pratique, c'est que via Chronocard, si j'ai bien compris, une fois que tu as mis tes cartes, tu peux basculer sur eBay et vendre tes cartes en direct. Exact. Exactement. Donc, avec le même logiciel, on est en mesure de lister sur 2 marketplaces. Donc, la personne fait le travail une fois et les cartes sont affichées sur 2 sites. C'est vraiment un plus. Puis on n'a pas à basculer non plus entre les 2 plateformes. Le même logiciel peut aussi servir pour les offres qui sont faites sur Chronosio ou les offres qui sont faites sur eBay.
toute la mécanique, les factures, l'expédition, tout est fait dans le même logiciel, autant pour les deux, mais tout est regroupé dans le même. Ah ouais. C'est un super gain de temps. C'est super. Ah ouais. Et actuellement, vous savez à peu près combien de membres vous avez sur le site? On vient de dépasser les 9000 utilisateurs. Ah oui. On a environ 1000 magasins, 1400 magasins enregistrés sur les 9000 personnes. Oui, des magasins professionnels ou des particuliers Tout mélanger, là, les gens qui utilisent Chronocard pour vendre des cartes, il y en a environ 1200. Le reste, c'est des acheteurs, plus des acheteurs que des vendeurs. Parce qu'il y en a, la réalité, c'est qu'il y en a qui veulent acheter seulement, mais dans les clients, on a aussi ceux qui veulent acheter et vendre. C'est impressionnant. Et alors du coup, dans ces 1200 magasins, cette année, que ce soit le hockey, tous les sports, vous avez vu que ça a explosé et vous le vivez plus près que nous. Ah oui. Est-ce que vous, sur votre site, vous avez une répercussion aussi? Tout à fait. C'est 30% de plus avant la pandémie. Et les gens se sont mis à vraiment naviguer en ligne de façon majeure. D'accord. Et donc, du coup, s'articule, j'ai vu toute une équipe. Vous êtes plus de 10, c'est ça? Oui, mais en fait, on avait une équipe cette année qui a grossi beaucoup. En fait, l'année passée, qui a grossi beaucoup parce que cette année, avec la nouvelle version de Chronocard, on s'est rendu compte que de numériser 4000 cartes, c'est le numériseur qui fait le travail, le gros travail. On peut faire 4000 cartes dans une journée, mais rentrer l'information de 4000 cartes dans une journée, c'est quand même assez long. Ah oui, parce que le numériseur, il fait que les photos. Il ne saisit pas les métadonnées associées à la carte. Effectivement. Exactement. Donc, ça crée un certain problème pour les utilisateurs de lister en ligne plus rapidement. Bon, on a déjà quelque chose de plus rapide, mais il manquait quand même quelque chose dans notre système. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille sur une mécanique d'intelligence artificielle qu'on a intégrée dans la nouvelle version, qui devrait sortir d'ici 2 semaines. Parce que du coup, en plus, maintenant, le scanner, il doit scanner les deux faces de la carte. Les deux côtés en même temps. D'accord. Donc, aussitôt qu'ils vont être numérisés des deux côtés en même temps, nous, le système, on envoie une documentation dans notre système d'intelligence artificielle, puis il devrait retourner c'est quoi la carte, qu'est-ce que l'information de la carte du client. Ah ouais, donc cette nouvelle version va intéresser beaucoup de monde. Et je pense que sur Podcart, les gens vont entendre ça, ça va plaire et c'est très intéressant. Toi, David, Jonathan, il collectionnait, vous connaissez depuis que vous êtes enfant. Est-ce que tu collectionnes? Non, pas du tout. Non. Il n'a pas réussi à te filer le virus. Oh. Non, c'est pas vrai. Je dois admettre que j'aime quand même beaucoup les cartes. Je regarde les cartes, mais je suis un peu plus artiste et programmeur, donc j'aime les cartes qui ont un look particulier. Mais je suis pas. Moi, c'est plus pour le look de la carte que pour le joueur en particulier. Je suis pas un gars de sport. Donc, c'est plus le design des cartes qui m'intéresse que le sport en soi. D'accord, ok. Ouais. Et toi, Jonathan, ta collection, t'es attiré vers quelle équipe, un joueur ou... Définitivement, là, pour ce qui est le Canadien de Montréal. Joueur en particulier, pas vraiment joueur en particulier. J'avais une bonne collection là, de Patrick Roy qui était... je dirais un peu vers quoi je m'enlignais quand j'ai démarré ma collection. Mais par contre, aujourd'hui, je suis plus attiré d'un point de vue, soit par les Young Guns, mais pas nécessairement par un joueur en particulier. Ok. Et Adrien, toi, tu aurais une petite question peut-être avec les dernières collections ou pour Jonathan? Ouais. Tu penses quoi des dernières cartes qui sortent chez Upper Deck? Ils commencent à mettre un peu plus d'autographes sur stickers, etc. Est-ce que tu trouves pas que la qualité baisse un petit peu? Oui, définitivement. Par contre, moi, j'ai plusieurs amis qui sont plus fans là, de tout ce qui est signature, autographe. Moi, comme je disais, je suis un petit peu plus du côté, soit d'un point de vue un petit peu plus collection de Young Gun et ainsi de suite. D'accord. Donc, pour moi, ça m'impacte moins. D'accord. Ouais, pour toi, tu trouves que la qualité est restée standard pour les séries 1, série 2, etc. Oui, effectivement. D'accord. Ok. Et en restant sur Upper Deck, que ce soit en hockey ou dans les autres franchises, qu'est-ce que vous pensez du monopole des marques? Est-ce que c'est un frein ou... Non, mais pour moi, je veux dire, le marché de la carte a quand même, selon moi, jamais été aussi bon qu'il est présentement. Même d'un point de vue, là, que ce soit enthousiasme. Souvent, c'était les gens de cartes qui parlaient de cartes. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il
il en parle de plus en plus, que ce soit à la radio, à la télévision, dans des postes de sport. La vague est, je pense qu'elle n'a jamais été aussi bonne Je suis d'accord. qu'aujourd'hui. Même, c'est vrai que, alors moi je fais du baseball, vous faites le hockey, mais quand même en termes d'accessibilité, on est encore un peu protégé, contrairement au basket. Là, on parlait tout à l'heure d'une boîte de hoops à $400. Ouais. Là, on est sur des... En hockey, la force, je trouve que Upper Deck, là-dessus, il y a quand même encore des produits accessibles. Et je pense que c'est quand même plus ouvert. Baseball, ça va, Tops, on a encore du produit, donc on est protégé. Et comme tu dis, on en parle. Et encore aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des produits hors de prix, mais celui qui veut se faire plaisir, même pour pas trop cher, on trouve des cartes, on se fait des échanges. Et comme tu dis, on en parle et c'est le plus important. Et moi, je suis d'accord aussi, il y a une très belle dynamique. Adrien, une petite question. Non, puis c'est agréable d'avoir des Québécois avec nous parce que c'est quand même là-bas, c'est la religion majeure, c'est la collection de cartes. Et c'est vrai que pour nous, on a une vision un peu lointaine de tout ça parce que c'est très compliqué chez nous d'obtenir des produits. C'est hyper compliqué. Il y a une dizaine de boutiques de revendeurs français et donc le choix est très restreint. Et quand on veut commander, ça m'arrive de commander au Québec, etc. On peut toujours avoir la douane derrière, etc., etc. Et ça fait plaisir d'avoir des échos d'un marché principal. Et d'en parler en français, en plus. Ouais. Ça fait plaisir. C'est pas désagréable. Oui, exact. On parle la même langue, donc c'est cool là-dessus. Tu parles anglais, tu parles de trading card, c'est pas évident. Alors que là, on a l'impression que c'est facile. On ouvre la porte, on va se voir et on va trouver un magasin. Ben oui. Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est super sympa d'avoir répondu à notre invitation. Pardon. Le Chronosio, David, est-ce que c'est devenu votre activité principale ou vous avez... C'est vrai. Définitivement. Quand on a commencé avec Jonathan au tout début, on était rendu à 1,2 million de cartes, 1,2 million de cartes d'achetées. Et on s'alignait vraiment pour être un gigantesque magasin. On avait dépassé les 10 000 par mois sur eBay. On vendait vraiment beaucoup. Mais par la suite, comme on est un plus technologie, non, on va faire profiter. En fait, on voulait faire profiter à tout le monde de la technologie qu'on avait développée pour nous. Parce que cette technologie-là, au départ, on l'avait faite juste pour nous, pour aller plus vite que tout le monde. Génial. Moi, je trouve ça génial parce que votre amitié, il y en a un qui est fan de sport, de cartes, il y en a un qui est dans plus la technologie et vous en avez créé quelque chose. Ah ouais, c'est génial. Mais il y a toujours la passion autour. Et c'est ça qu'on ressent quand on vous parle et que ça respire, c'est top. Oui, parce que je suis pas un collectionneur officiellement de cartes, mais je suis passionné de ce monde-là. Pareil, je parle à des gens tous les jours, des clients, je discute avec les clients, je leur donne des coups de main, mais tout ce qu'ils me parlent, je le comprends. Je suis aussi passionné, mais je suis juste pas collectionneur en soi. Oui, et puis l'aspect technologique, aujourd'hui, on est en plein dedans, donc toi, tu retrouves ton domaine. Exactement, et même dedans. Voilà. Et toi, Jonathan, en plus, donc dans les cartes, et c'est génial comme aventure. On vous aurait dit ça à 7-8 ans. Effectivement. Puis, oui, effectivement. Puis on a de plus en plus, la croissance est vraiment forte, que ce soit en termes, David en a parlé tantôt, que ce soit les nouveaux utilisateurs, les nouveaux magasins, le nombre de nouvelles cartes en ligne qui sont mises toutes les semaines sur le marketplace, qui peuvent dépasser le 40 000 nouvelles cartes par semaine. Et c'est incroyable, mais il y a beaucoup d'engouement. C'est génial, moi je trouve ça doit être bien agréable. Ouais, moi je trouve que c'est une super aventure. Puis le but, comme David disait, c'était, on a commencé ça pour nous, maintenant c'est disponible pour l'ensemble des collectionneurs. Donc, de pouvoir se servir de la technologie, pouvoir se servir de notre logiciel pour soit en faire une passion ou soit pour en faire des revenus, s'en servir comme gestion d'inventaire aussi, être capable dans le même logiciel de pouvoir parler avec les clients, gérer les offres, gérer ton inventaire, avoir des outils pour aider à être capable de lister rapidement en ligne. C'est le but premier. Le but premier de Chronosio, principalement, c'est avoir les outils pour prendre ta collection et l'inventorier ou la mettre en ligne. Parce qu'aujourd'hui, sans logiciel, lister 400 000 cartes devient presque impossible. Juste pour terminer cette interview,
question. D'où vient le mot Chronosio? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on le se demande régulièrement. En fait, c'est une variante du nom Chronos, le dieu du temps. Ah, d'accord, super. Le dieu du temps Chronos, qui est écrit d'une façon différente. Puis, à la fin, IO, pour Input-Output en informatique, ça a une signification, IO. Fait que c'est Chronosio. Fait que c'est le dieu du temps entré sorti. Ok. C'est astucieux comme nom. Ok, et ben écoutez, c'est super. Et ben écoute, on vous remercie vraiment de nous avoir accordé ce temps et je pense que voilà, on va pouvoir partager ça. Je pense qu'il y aura des Québécois qui pourront écouter notre podcast et les Français qui vont découvrir aussi votre site. Ben oui, puis. Ah oui, c'est super. On va essayer de vous envoyer des Français, comme ça ils vont peut-être lister leurs cartes sur votre solution. Je sais que j'ai des amis qui ont commandé les cartes sur Chronosio. Oui, ben c'est ça. Mais de toute façon, le support il peut être en français aussi. Donc, c'est ça qui est un peu un avantage pour nous. C'est pas juste un gros site américain où on n'a pas de support en français. Fait que ça aussi, c'est intéressant pour les gens de la France. Ils peuvent discuter et parler en français dans le support, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, et ben super, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Mais c'est parti pour le jeu concours. Greg, j'ai très envie de gagner un lot. Explique-moi comment faire pour que je puisse participer. Eh bien, rien de plus simple. Cette semaine, c'est le magasin Copcart tenu par Thierry qui nous fait la gentillesse de nous offrir un pack de Top Stadium Club 2020 Baseball. C'est Copcart qui régale. Voilà, c'était l'instant pub, gros budget marketing. Ouais, tout le budget est passé dedans. Voilà, mais il vous reste quand même une chance donc de participer en likant la page Instagram ou Facebook de notre compte, ainsi que celle de Copcart, et de répondre à la question quel joueur apparaît sur le pack de cartes. Et petite question subsidiaire qui fera la différence, dans quel club jouait son père au Canada? Exactement, et j'ai surpris Greg parce que je connaissais la réponse. Ça montre que je suis pas si nul que ça en baseball. Tu n'es pas nul. Et d'ailleurs Greg, je te pose une question, dans ce pack, est-ce que je pourrais obtenir par exemple une CC Sabathia ou une Coco Crisp? Eh bien oui, alors après la 2000e prise encore une fois, où j'avais dit des bêtises, bien sûr que tu peux tomber sur des joueurs même qui sont à la retraite, puisqu'il y a du vintage, du old school dans les Top Stadium Club. Les photos sont magnifiques, donc même si vous n'êtes pas spécialiste de baseball, ça vaut le détour. Et je connais même plus d'un collectionneur qui a craqué sur ce set alors qu'il ne collectionnait pas le baseball. Ah super, et Sammy Sosa, c'est possible aussi? C'est possible. Oh putain, tout est possible avec Greg, c'est génial. On t'aime Greg, on aime Copcart, merci pour ton fabuleux lot. Le tirage au sort sera fait par Maître Magouille en personne qui se fera gagner lui-même. Ouais, c'est Maître Magouille en même temps, hein. Faut bien qu'il vive. Voilà. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, on vous dit au prochain épisode. Merci de votre fidélité et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup d'avoir suivi. Des bisous.